Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir William. William est tarologue et hypnothérapeute et il va nous parler de la magie. Bonjour William. Bonjour. William, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie ? Alors, mon parcours de vie, disons qu'à l'âge de 3 ans déjà, on m'a catalogué un petit peu comme anormal, dans le sens où les instituteurs, etc., disaient à mes parents, votre fils est déficient mental, votre fils est fou, on va lui faire des tests, etc., tout ça. Bon, il s'est avéré que j'étais ce qu'on appelait à l'époque un enfant précoce. Donc j'avais une perception de l'environnement, du monde, etc., bien à moi, bien différente. Et ça s'est révélé. Après, j'ai eu la chance d'avoir une éducation aussi chaotique sur le plan social, scolaire, que riche sur le plan familial. Donc j'ai eu la chance d'être éduqué justement dans l'amour et dans la communication, des valeurs, non pas forcément de la spiritualité, mais j'avais des parents qui étaient très sages et très, très ouverts sur le monde et sur la petite personne que j'étais. Et donc j'ai eu cette possibilité de grandir dans un cadre où je me sentais vraiment en sécurité. Et justement, vu qu'on va parler de la magie, c'est un élément qui est à mon sens primordial, c'est-à-dire dans le sens de ce que peut être un magicien, c'est que dans un premier temps, il faut un environnement qui soit sécuritaire en fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à ton métier d'aujourd'hui ? Comme je dis, je ne sais rien faire d'autre. C'est quelque chose, j'ai bien essayé de faire d'autres choses, j'ai beaucoup voyagé, je faisais surtout des petits boulots, que ce soit en agriculture, que ce soit dans les bars, que ce soit dans les cafés, les restos, etc., pour pouvoir bouger. Mais après, j'ai jamais ressenti vraiment d'appel à la spiritualité, puisque c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie en fait. Mon premier jeu de cartes, on me l'a offert, j'avais 9 ans. C'est une voyante qui avait dit à ma mère, alors c'était quelque chose d'un peu particulier. Ma mère va voir une voyante, c'était une dame qui était très réputée, une vieille dame. Va voir une voyante et qui lui dit oh là là, mais vous avez un fils, votre petit là, il s'appelle William. Lui, il faut me l'amener. Ma mère, elle s'était même pas assise, je crois, dans le cabinet. Le soir, elle rentre, elle en parle à mon père, et mon père dit écoute, vois, amène-le, et puis on verra bien. Et donc, du coup, ça a été une rencontre, Paula, ça s'appelait. Elle est décédée maintenant, c'était une vieille dame déjà à l'époque, j'avais 9 ans. Et elle m'a offert un jeu de cartes. Et en me disant. J'y suis allé plusieurs fois, et à chaque fois, alors, pour un petit garçon de 9 ans, c'était des choses un peu spéciales. Me poser des trucs sur la tête, elle me faisait fermer les yeux, respirer. Et maintenant, avec le recul, je comprends ce que c'est la dimension en fait d'un espèce de rituel, d'un espèce de chose magique comme ça. C'était vraiment, vraiment intense pour le petit garçon que j'étais. Et de là, ce jeu de cartes, je l'ai toujours trimballé avec moi partout. Il a fait le tour de l'Europe, il a voyagé dans le monde entier. Je m'en suis pas forcément servi, mais ça a toujours été mon petit porte-bonheur. Et donc j'ai continué à bouger. Quand je suis rentré, j'ai dit je vais essayer de me poser et je vais essayer de faire un petit peu avec ce que j'ai. J'ai sorti là, j'ai re-rencontré en fait ce jeu de cartes. J'ai sorti, j'ai commencé à lire en fait, à lire les cartes et à me rendre compte que c'était quelque chose qui m'appartenait vraiment en fait et qui était moi. C'était pas quelque chose que j'avais envie de faire, c'est quelque chose qui faisait partie de moi. Et j'ai commencé comme ça, donc j'avais 19 ans, j'ai monté mon premier cabinet, et c'est parti de là en fait, j'étais dans le Var, voilà. C'est sacrément culotté de se lancer comme ça en fait
T'as fait confiance. Ben, c'est surtout que c'est quelque chose, un petit peu comme la plupart des choses que je fais dans ma vie, c'est quelque chose qui est décidé par une partie de moi-même qui est pas connectée uniquement à la raison. C'est-à-dire que elle est connectée à la conscience, elle est connectée à la morale, mais elle n'est pas connectée à la raison. Et pour moi, c'est un petit peu l'essence de la magie. Et les grandes décisions, alors peut-être pas forcément les bonnes décisions, mais les grandes décisions que j'ai prises dans ma vie, je les ai prises avec cette partie-là de moi, en fait. Alors c'est rigolo parce que j'ai relu il n'y a pas longtemps un livre de Béline, parce qu'il a écrit plein de bouquins qui sont plus ou moins intéressants, mais où qui parle de la troisième oreille, en fait. Celle avec laquelle on entend vraiment le langage du monde. Et c'est celle-là, j'ai l'impression, qui m'a dicté mes choix. Par exemple, de venir m'installer ici à Cannes, m'a été dicté par cette... Enfin, en tout cas, a été reçu par le biais de cette troisième oreille, où il y a un moment où on n'est pas tout à fait là, on n'est pas tout à fait ailleurs, et on reçoit quelque chose. Mais on ne le reçoit pas forcément au niveau de la tête, on le reçoit au niveau du cœur. Et ça devient comme une évidence, en fait. Est-ce que tu appellerais ça l'intuition ou c'est encore autre chose? Oui, on peut appeler ça, je pense qu'on peut appeler ça l'intuition. Moi, j'appellerais ça l'inspiration. Voilà. L'inspiration, puisque le mot âme, par exemple, qui vient de anima, qui veut dire souffle, et c'est un petit peu cette respiration du monde. Et en fait, c'est un petit peu comme si on inspirait le monde et que cet air qui nous rend vivants pouvait rentrer et se frayer un chemin jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et à ce moment-là, nous ouvrir en fait à quelque chose qui dépasse les limites de l'espace et du temps, en fait. D'accord. Et alors, comment t'en es venu à la magie finalement et qu'est-ce que c'est que la magie? Alors, j'ai édité, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle L'éveil de l'âme agie, dont on parlera après, où justement, pour moi, la magie, c'est avant tout l'âme qui agit. Alors, j'ai toujours été très curieux de cette magie. J'ai eu la chance sur mon chemin de rencontrer des gens extrêmement intéressants, surtout à partir du moment où j'ai mis un pas j'ai mis le premier pied en fait sur le chemin, puisque dans le langage initiatique on dit c'est le premier pas qui coûte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai ressenti ça, la magie c'est pas quelque chose qu'on peut appréhender à mon sens, c'est quelque chose qui est là et en fait que l'on découvre, comme quelque chose qui est autour de nous, qui est couvert et que l'on va découvrir. Quelque chose qui est voilé, que l'on va dévoiler, etc. C'est vraiment un élément qui est présent. Apprendre la magie n'a pas de sens, c'est vraiment la découvrir. Donc comment j'y suis venu, c'est elle qui est venue vers moi, et à partir du moment où j'ai arrêté d'y résister, en fait. À partir du moment où j'ai commencé à me dire que le monde pouvait vouloir quelque chose de moi, j'étais pas obligé de vouloir quelque chose de lui. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une interaction qui s'est faite avec ce que j'appelle l'univers, ce qu'on peut appeler Dieu, ce qu'on peut appeler le monde, etc. Il y a une interaction qui a commencé à s'engager. Et de cette interaction-là, sont nées plein de choses. Alors aujourd'hui, qu'on mentalise énormément, quand on appelle la synchronicité, c'est des tas de techniques, des tas de méthodes, des tas de choses qui vont nous permettre de nous en approcher, de l'appréhender, de le contrôler. Et alors que dans certaines philosophies, notamment le bouddhisme, notamment le véritable hermétisme, on est au contraire dans cet accueil, comme la Kabbale par exemple, on est dans la Kabbale qui vient de l'Ekabel, qui veut dire accueillir. On est justement au contraire en fait dans ce dépouillement et dans cette acceptation de ce qui est, comme dit Krishnamurti. C'est vraiment, Krishnamurti dit d'ailleurs, l'homme qui lutte ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'en fait on cesse de lutter et qu'on cesse de résister à ce qui est et on commence simplement à l'accueillir. Et de là en fait le monde, la vie devient magique, puisque même les choses qui n'ont pas de sens, même les choses qui ne sont pas justes, sont. C'est-à-dire qu'on leur donne le pouvoir d'être. Pas simplement parce que nous on peut l'accepter. Et donc les choses les plus fantastiques comme les moins drôles
prennent non pas un sens, parce qu'elles n'en ont pas toujours pour notre petite conscience, mais elles prennent une valeur et on accepte leur existence. Et à partir de ce moment-là, le monde devient vivant. Et pour moi, c'est ça la magie. C'est vraiment accepter que le monde soit vivant autour de nous, qu'on vive en interaction avec un tout qui est interconnecté, et qu'on puisse simplement se nourrir de ça. Donc ça serait l'accueil et l'acceptation. En fait, on découvre la magie par l'accueil et l'acceptation de ce qu'il y a et de ce qui se passe autour de nous. Exactement, et c'est, je dirais, la première étape. D'accord. Ensuite, de la même façon que quand on rentre dans un groupe d'amis que l'on ne connaît pas forcément, dans un premier temps, on va se poser en tant qu'observateur. Et on va naturellement, si on n'est pas trop timide, se diriger vers des personnes ou vers des conversations avec lesquelles on aura le plus de, on aura le plus de feeling. Pour moi, la magie, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des esprits, il y a des égrégores, il y a des vibrations, des énergies qui sont constamment en mouvement autour de nous. Et en fait, une fois qu'on observe la totalité de ces énergies, même et surtout celles qui ne nous conviennent pas, on est capable naturellement de se dire, tiens, ça me convient un petit peu plus. Voilà, c'est 3 salles, 3 ambiances. Et on va se diriger naturellement vers ce qui va nous convenir le plus. Et de là, on va pouvoir démarrer ce système, en fait, et se faire de nouveaux alliés, de nouveaux amis dans le monde invisible. À mon sens, c'est comme ça. Donc en fait, parce que bon, moi quand j'entends magie, je vois chapeau de sorcière, je vois grimoire, je vois rituel. Pour toi, la magie, c'est pas tout à fait ça ? Alors, c'est la magie, on pourrait l'appeler philosophie. Philosophie, philae sophia, la recherche de la sagesse, la quête de la sagesse. La magie est aussi impalpable et aussi inaccessible que la philosophie et que la vérité. À mon sens, il existe autant de magie que d'êtres. Et il existe autant de façons de la pratiquer que de façons de parler. C'est-à-dire qu'un rituel, si la magie n'existait qu'à travers les rituels et qu'à travers... elle ne pourrait exister que sous une seule forme. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que le vaudou, que la Wicca, que les rituels kabbalistiques, que la kabbale chrétienne, etc. Il n'y aurait qu'un seul courant véritable. Or, chaque culture a son courant, puisque chaque culture observe le monde selon son propre paradigme et génère une cosmogonie au travers de ça, et donc génère des rituels, et donc chaque culture a ses esprits, etc. Avant, on n'était pas embêté parce qu'il y avait plusieurs dieux, chacun avait ses dieux, etc. Et tout était ok, on avait tous à peu près les mêmes, mais on les appelait différemment et c'était ok. À partir du moment où le monothéisme a été inventé, parce qu'il a été créé par Amenophis IV, qui était Akhenaton, donc le pharaon qui a dit à partir du maintenant, il y a un peu trop de dieux, bon, je la fais brève, on va mettre en place le culte du dieu Ra, puisque étant le représentant du dieu solaire en tant que pharaon, je centralise tous les pouvoirs sur moi, je deviens le représentant de Dieu sur terre. Et paf, le monothéisme a été créé. Donc tout ce qui en a découlé de là a été justement sur cette centralisation du pouvoir. Après qu'il n'y ait qu'un seul dieu, plusieurs, etc. Peu importe, c'est pas la question. Simplement que la magie existe au travers de vibrations, d'esprits, de manifestations. Les rituels, les grimoires, les choses comme ça sont faites pour avoir accès à tel ou tel type de manifestation, tel ou tel type de... Souvent on retrouve cette notion rituelique dans ce qu'on va appeler les invocations, c'est-à-dire on va aller chercher une énergie. Alors il faut savoir qu'une invocation, on invoque rarement un esprit céleste, on invoque ce qu'on appelle les esprits... comment dire ? Alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a la création des élémentaires, il y a toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des forces qui sont, plutôt que des esprits, on va appeler ça des forces, avec des courants, avec des choses comme ça, qui sont autour de nous. Donc ces rituels-là vont être destinés à avoir accès à telle ou telle énergie, telle ou telle force, etc.
Après, il y a ce qu'on va appeler le rituel de pensée, c'est-à-dire que par rapport à la pensée créatrice, je vais travailler sur ma propre réalité et sur une projection. Donc ça va s'appeler ce qu'on appelle la prière. La prière, ça va être cette énergie qui est en nous-mêmes et qu'on envoie vers Dieu. Donc dans la Kabbale, par exemple, c'est comme ça que l'on appelle les anges. Lorsqu'un homme fait une prière à Dieu, c'est un ange qui lui transmet. Lorsque Dieu lui répond, il lui envoie un ange. Ces anges-là, on les connaît sous les 72 anges de la Kabbale. Ce sont en fait les 72 souffles du nom divin, les 72 syllabes qui constituent le nom de Dieu en hébreu, qui est imprononçable, qui est prononcé qu'une seule fois par an par le prêtre. Donc on est dans cette énergie-là d'un souffle humain vers le divin et d'un souffle divin vers l'humain. Donc là, on va être dans la prière. Après, est-ce qu'on a besoin de ça? Oui et non. C'est-à-dire que ça dépend du magicien que l'on est, en fait. Il y a des magiciens, il y a des gens qui sont très pragmatiques, qui sont très matérialistes, qui sont dans la société, dans le système, tout ça, et qui pourtant sont des magiciens, puisqu'ils travaillent avec des forces qui sont des forces invisibles, qui sont des forces de contrôle. Je parle aux grands manières de la publicité, à tous ces gens-là, etc. Après, c'est plus ou moins louable, et c'est plus ou moins conscient, et c'est plus ou moins moral, mais là n'est pas la question, on parle de magie. Donc on va travailler avec des forces, on va travailler sur l'inconscient collectif, on va travailler sur toutes ces choses-là. Donc la magie, elle a aussi cette forme-là, en fait. Il y a aussi cette notion de programmation neurolinguistique, on peut appeler ça la magie. Tout ce qui est destiné, en fait, à transformer le monde, à transformer le positionnement de l'homme vis-à-vis du monde, et transformer le monde vis-à-vis de l'homme. Alors, en fait, la magie, c'est comme, souvent tu parles de l'alchimie, donc la magie, c'est ça, c'est l'alchimie aussi, c'est la transformation, en fait. L'alchimie, oui, alors disons que l'alchimie serait la version visible de la magie. C'est-à-dire que les alchimistes cherchent la pierre philosophale, mais les alchimistes cherchent simplement à rendre visible l'impalpable. C'est-à-dire que par leurs opérations, ils cherchent en fait à rendre accessible à l'œil, à l'esprit et à la pensée le grand processus, ce qu'on appelle le grand télesme, le grand agent magique. Ils cherchent en fait à rendre visible l'invisible, à rendre possible l'impossible. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse transmutation du plomb en or. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le mot transmuter, qui vient de transmutar, c'est à la base c'était mettre quelque chose à la place. C'est-à-dire que c'est avant ça, en termes historiques, ça voulait dire déplacer. Donc en fait, on déplace sur un autre plan. Ce qui est intéressant, cette transmutation, on connaît la transmutation du plomb en or, mais on connaît moins celle de l'or en plomb. C'est-à-dire que celle de l'or en plomb, nous sommes tous des alchimistes, nous sommes tous des éléments qui matérialisent la lumière. Nous captons la lumière, nous la matérialisons, nous la condensons. Donc cette transmutation-là, nous l'opérons tous les jours. Puisqu'on synthétise la lumière, on synthétise les aliments, etc. Tout ça. On synthétise l'énergie divine qui existe dans tous les aliments. Le corps est alchimique par nature. Et on en fait de la matière. Mais aussi cette transmutation du plomb en or, dans le sens où d'un élément solide, nous créons de l'énergie. Donc on est dans cette transmutation-là. Ça, les alchimistes l'avaient bien vu et se sont dit, parce que la transmutation métallique, les véritables alchimistes s'en cognent complètement. C'est vraiment... ils sont au contraire dans une recherche du fonctionnement du monde. On cherche à établir ce lien entre les choses, ce lien entre les êtres. C'est vraiment la science des intermédiaires, comme Hermès, qui est celui qui peut voyager, le seul dieu qui peut voyager à la fois dans le monde des hommes, dans le monde des dieux, enfin dans l'Olympe, dans le monde des hommes et dans l'Hadès. Donc il peut aller un peu partout. L'idée, ce serait
en grand alchimiste, en grand magicien qui se respecte, on pourrait être capable justement de voyager. Et pour moi, le magicien, à proprement parler, puisqu'on parle beaucoup de la magie mais peu du magicien, le magicien à proprement parler est celui qui est capable de voyager au-delà du temps, au-delà de l'espace. Donc le magicien est un alchimiste. Exactement. Et pour autant, l'alchimiste n'est pas forcément un magicien, puisque l'alchimiste devient un magicien à partir du moment où il quitte la quête métallique, ou en tout cas à partir du moment où il quitte la quête métallique pure, pour pouvoir justement se tourner vers ce que l'alchimiste a un laboratoire et un oratoire. C'est-à-dire que dans le laboratoire, il travaille la matière, il travaille sur lui, il travaille sur la materia prima. Et ensuite, dans l'oratoire, il va recevoir et il va se mettre en lien avec le monde, avec l'univers autour de lui. À partir du moment où il est, où ce qu'il fait dans le laboratoire est l'équivalent exact de ce qu'il fait à l'oratoire, il devient magicien. Alors, c'est-à-dire que à partir du moment où on cherche à se transformer et à transformer le monde autour de nous, c'est ça ? En se transformant, on transforme le monde autour de nous, et là, on est un magicien. Exactement. D'accord. Et à mon sens, à partir du moment où on cherche uniquement à transformer le monde autour de nous, on n'est pas plus qu'un vulgaire souffleur. C'est-à-dire que les souffleurs sont ceux qui cherchaient uniquement la transmutation du plomb en or pour s'enrichir et qui finissaient tous par frapper de la fausse monnaie, par des escrocs en fait. Mais dans le tarot de Marseille, c'est l'image du battleur. Le premier arcane du tarot de Marseille qui est le battleur, c'est-à-dire que c'est le magicien qui doit décider ce qu'il fait de son art. Puisque la magie est un art, celui qu'on appelle l'art royal. D'accord. Alors tout ça, c'est vrai que tu abordes cette notion d'alchimie dans ton livre, donc oui. Voilà, qu'on peut trouver en librairie. Qu'on peut trouver en librairie ésotérique, donc c'est l'éveil de la magie aux éditions Bussière. D'accord, je mettrai le nom dans le bas du commentaire du podcast. Ok. Alors concrètement, comment on devient magicien ? Alors, je sais que tu as créé des cours, je crois. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors, oui, par définition, j'aimerais que ce soit des cours pour devenir magicien, mais ce serait purement folie que cela, puisque magicien, nous le sommes tous déjà. Nous le sommes tous déjà à partir du moment où nous transformons véritablement le monde dans lequel on vit. Et c'est ça en fait. C'est que, les cours que je donne, je ne vais pas aller trop loin, mais les cours que je donne sont, donc j'ai créé 4 modules qui sont le module d'alchimie, de tarot, de cabale et de magie. Donc c'est la première année. Donc ça s'appelle Recto Verso Formation. Et ce sont des modules qui sont destinés à simplement une approche des grandes traditions, ce que j'appelle les 4 piliers de l'ésotérisme moderne, où on va chercher, ce sont plus des enseignements que des cours magistraux. C'est-à-dire que pour moi, la différence entre le cours et l'enseignement, par définition, c'est le fait d'enseigner, de montrer quelque chose. Le but, c'est de montrer une voie, en l'occurrence celle que j'ai empruntée, qui n'est pas forcément la bonne et que je ne décris pas comme la bonne, que j'écris comme une des voies, et sur laquelle j'essaye de proposer en fait des pistes de réflexion. Ce sont presque des cours communautaires, c'est-à-dire que du travail de chacun, en fait, on va se nourrir, on va partager, et on va essayer de créer quelque chose, une synergie. Donc les premiers cours ont déjà commencé. Là il y a une deuxième classe, puisque la première classe est pleine, une deuxième classe qui va démarrer sur le début de l'année, au mois de février je pense. Et voilà, ce sont vraiment des cours qui sont destinés à une approche de l'ésotérisme traditionnel comme je l'entends, c'est-à-dire qu'on quitte le versant spirituel, on rentre dans le versant philosophique. On va chercher, puisque le versant spirituel, je pars du principe que personne ne peut l'apporter à personne, il n'y a que la quête de l'initié qui va développer sa spiritualité. Pour moi, les cours de développement de la spiritualité sont un non-sens, pour la simple et bonne raison que on peut effectivement montrer une voie,
mais on ne peut pas faire le chemin à la place de la personne. Donc le développement va être justement par l'expérimentation. Mais on va voir un petit peu, on va discuter des métaux, on va discuter de Hermès, justement, cet archétype du magicien, de ce que sont les archétypes, de ce que sont l'arcanum, de ce que sont le secretum secretorum, le secret des secrets, du grand livre du tarot, on va discuter des séphirotes, on va discuter des anges de la Kabbale, on va discuter des rituels de magie, des différentes formes de magie, du druidisme à la Wicca, à l'alchimie. On va passer vraiment par différentes phases dont certains cours se feront possiblement à différents endroits, notamment le module sur la magie se fera en nature. Voilà. Donc tu nous condenses un petit peu tout ce que tu as appris en fait durant toutes ces années pour nous... Ouais, disons que je partage ce que je connais, puisque ce qu'on connaît, et je sais plus qui c'est ce qui disait ça, mais ce que l'on connaît vraiment, c'est ce qu'il reste quand on a tout oublié. C'est-à-dire que c'est ce qui me revient. Au départ, j'avais préparé des cours et je m'ennuyais moi-même et j'avais l'impression que c'était d'être un vieil académicien et je me suis dit c'est pas ça. Donc du coup j'ai rectifié le tir, j'ai arrêté de préparer les cours et j'ai commencé à simplement discuter comme on discute là. Et pour moi, l'alchimie, la magie, la Kabbale, le tarot et toutes les grandes traditions initiatiques ne peuvent être délivrées que lorsqu'elles sont délivrées avec passion. Donc lorsqu'on oublie le mental et on commence à discuter. Ce ne sont pas des cours où les gens vont apprendre des choses, où il y aura des choses à écrire, des choses à retenir. Ce sont simplement des propositions qui vont être faites d'âme à âme. Et c'est l'idée, moi je me souviens d'un enseignement que j'avais reçu et qui a été peut-être un des gros enseignements que j'ai reçu avec un chaman, c'est moi qui l'appelais chaman parce que lui, ça s'appelait pas du tout comme ça, un Mexicain, et lui avait la particularité de se nourrir de prana. Donc en fait, mais il y avait des études qui avaient été faites sur ce bonhomme et tout. Il restait presque un an sans manger. Bon, et simplement à boire de l'eau, à se nourrir de prana. Et en fait, on m'avait proposé de suivre son enseignement pendant une journée. Je dis waouh! Et ça avait été une chance incroyable parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens à qui c'était possible de faire. Moi, je m'étais retrouvé au bon endroit au bon moment, comme par hasard. Et donc là, je m'attends à un cours ou quelqu'un qui parle. Et là, on me dit, tu t'assois là. Et voilà. Et donc, je m'assois et j'attends. Et j'attends. Et cet homme-là, qui était là en pleine méditation, et j'attends 1 heure. Et je me dis peut-être qu'on attend d'autres personnes, parce qu'on était 5, 6. Je me dis peut-être qu'on attend d'autres personnes, et j'attends encore. Je regarde autour de moi, et je vois 2 autres personnes qui étaient aussi dubitatives que moi, et les autres qui étaient vraiment les yeux fermés, assises, paisibles. Et là, on a compris, on a dit ok, on va faire pareil. Et là, il y a tout un monde qui s'est ouvert, c'est-à-dire que on a appris des choses, sans un seul mot, sans un seul... je suis reparti de là plein. Je suis reparti de là nourri. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas... Alors, bien sûr, hein, j'en suis pas là et dans cette incarnation, j'y serai sûrement jamais. Mais à pouvoir prodiguer quelque chose d'aussi puissant, sans un mot. Et pour moi, voilà, c'est le sens de la magie. Alors, peut-être que les mauvaises langues diront que j'ai simplement reçu des choses que je savais déjà, etc. Mais peu importe, en fait. C'est que je suis parti de là nourri et je suis parti de là content. Et la magie, et ça c'est très important, la magie ne sert à rien si elle ne rend pas heureux. Ça c'est hyper important pour moi. Ça sert à rien d'essayer de faire des trucs balèzes avec la magie. Si c'est pour être malheureux comme la pierre, il faut faire des choses qui nous rendent heureux, qui nous rendent joyeux. Donc, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux auditeurs qui veulent se lancer dans la magie? Oui. Déjà, la première phase, c'est de s'observer et de trouver le magicien en soi-même. C'est-à-dire qu'on fait tous des actes magiques dans la journée, que ce soit de la recherche de la place de parking, à la possibilité de donner le sourire à quelqu'un, à la possibilité de faire un compliment à une personne,
que ce soit quelque chose qui se passe et on dit « ça je le savais », même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper cool, on a tous cette petite intuition où on se dit ça je le savais, ou j'aurais pas dû faire ça, je savais que j'aurais pas dû le faire. Mais là, au lieu de se blâmer parce qu'on ne s'est pas écouté, de se dire en fait ça veut dire que je suis un magicien ou une magicienne. La magicienne, c'est par définition celle qui fait la magicienne. La magie existe autour de nous, donc le premier conseil que je pourrais donner, c'est simplement de trouver la magie là où elle est. Dans un premier temps, de trouver le magicien, la magicienne que l'on est, et ensuite d'aller chercher la magie là où elle est, c'est-à-dire dans les petites choses. Bien sûr qu'on aimerait tous faire tomber la pluie, bien sûr qu'on aimerait tous pouvoir l'éviter, on aimerait tous pouvoir être à 2 endroits en même temps, etc., arrêter le temps, et tous les super pouvoirs de Marvel, bien sûr. C'est pas exclu, c'est pas exclu. Moi, j'en suis pas capable, mais c'est pas pour ça que personne ne l'est. Peut-être qu'il y a des X-Men parmi les auditeurs et qui vont se rendre compte qu'ils peuvent faire plein de choses. Mais pour moi, la véritable magie se manifeste par des petites choses. Quand on a demandé à Albert Einstein quelle était selon lui la plus grande force de l'univers, il a dit c'est l'intérêt cumulé. C'est-à-dire que c'est cette goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit et qui casse la montagne en deux. C'est cette puissance même de la magie qui fait que c'est un assemblage de petits détails. Une goutte d'eau ne noie personne, mais c'est l'ensemble des gouttes d'eau qui fait céder un barrage. Et en fait, la magie se cache dans chaque goutte d'eau. Et c'est ces gouttes d'eau-là qui vont se cumuler dans la vie du magicien, qui à un moment vont devenir un état d'être. Donc ça ne sert à rien d'essayer de... Alors je sais que c'est pas bien, mais ça ne sert à rien d'essayer de méditer, ça ne sert à rien d'essayer de faire des rituels, ça sert pour faire de la magie, parce que la magie elle est déjà là. Au mieux, on va réussir à se convaincre que c'est le rituel qui nous a aidés, alors qu'en fait c'est faux. C'est parce qu'on devait recevoir quelque chose où c'était le bon moment, le bon endroit. À partir du moment où on accepte ça, on n'a plus besoin des rituels. On va en faire parce que ça va nous faire marrer, mais on n'en a plus besoin. Et le troisième conseil, ça va être, il y en a un qui a dit ça avant moi, c'est aimez-vous les uns les autres, parce que la véritable magie ne peut naître que de l'amour qu'on a pour soi-même et pour le monde. Voilà, pour soi-même, c'est pas hyper obligé, mais c'est mieux. Mais au moins si on n'arrive pas à s'aimer soi, il faut au moins qu'on aime le monde et qu'on aime les autres. Et vu qu'on va se rendre compte à un moment qu'on est le monde et qu'on est les autres, on va finir par s'aimer soi-même par ce biais. Super. Voilà. Merci William. Avec grand plaisir. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.